Donc on est à Épinal, dans le parc du Cours, qui peut-être un jour s'appellera le parc Deltour. Parce que t'es un héros quelque part. T'as eu à subir malgré toi, héros malgré lui, il y avait un film qui s'appelait comme ça. Quand tu t'es trouvé être un lanceur d'alerte avant que ça soit vraiment reconnu, ce truc de lanceur d'alerte. Est-ce que tu peux nous dire qui tu étais en 2008 avant d'entrer chez PricewaterhouseCoopers, c'est ça qu'on dit? PricewaterhouseCoopers. Ah, PricewaterhouseCoopers. On va travailler l'accent français. Non, mais alors, qui j'étais donc en 2008, j'étais jeune diplômé d'une école de commerce, le SC Bordeaux, voilà, personne n'est parfait. Et venant du Nord-Est, j'étais très content de trouver un travail pas trop loin de chez moi et bien payé au Luxembourg. Et puis, alors j'étais pas un gauchiste infiltré, mais en tout cas, je trouvais intéressant en tant que citoyen d'aller travailler au cœur du système, quoi. Parce qu'à l'époque, Denis Robert avait déjà parlé du Luxembourg, hein, et moi j'allais travailler dans un grand cabinet d'audit dont la fonction est de vérifier les comptes des entreprises. Et donc c'est un point d'observation extraordinaire pour comprendre ce qui se passe au Luxembourg, qu'est-ce que c'est que cette place financière. Et j'ai pas été déçu parce que voilà, il y a donc qu'est-ce que tu trouves une histoire. Alors qu'est-ce que je trouve, alors peut-être avant de passer à la deuxième question, je voulais revenir voilà, sur l'histoire du héros et tout ça. Moi c'est, enfin, je savais que ça plairait pas. Hein, non mais c'est une manière de lancer les sujets sur les lanceurs d'alerte, c'est classique, mais franchement je crois qu'il n'y a aucun lanceur d'alerte qui est satisfait de ça, parce qu'en fait c'est les lanceurs d'alerte, enfin moi j'en connais aucun qui s'est dit un matin ouais en fait je veux qu'on parle de moi pour que je devienne un héros, et voilà. Non, c'est pas du tout ça, en fait tous les lanceurs d'alerte, enfin j'en croise pas mal depuis que ça m'est arrivé, parce que c'est un peu ancien. À chaque fois c'est juste un citoyen absolument ordinaire. Enfin moi j'étais le même quand j'ai agi en 2010 que maintenant, et voilà. Et en fait c'est juste quelqu'un qui est tellement indigné par ce qu'il voit dans ses pratiques professionnelles. C'est pas, alors là c'est des pratiques professionnelles, mais le lanceur d'alerte peut être aussi en dehors mais voilà, quelqu'un qui est tellement indigné, qui a un truc dans ses tripes au fond de lui-même qui le pousse à agir, quoi. Et peut-être de manière déraisonnable, inconsciente, et en tout cas souvent le lanceur d'alerte, effectivement, il a un côté peut-être un peu idéaliste, où il ne se rend pas bien compte de tous les obstacles qui vont se mettre en travers de ça. C'est Don Quichotte de son combat. Voilà, c'est un côté un peu Don Quichotte, quoi. Peut-être plus Don Quichotte qu'au héros, effectivement. Et donc, qu'est-ce qui t'a indigné? Et alors voilà, donc pour revenir au fond de l'affaire, donc je travaillais dans un cabinet d'audit, et en allant là-bas, je savais très bien que la prospérité du Luxembourg reposait en grande partie sur la fiscalité très attractive du pays. Ça, c'était pas, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait, quoi. Mais après, dans le détail, en travaillant, donc j'ai travaillé 2 ans là-bas, de 2008 à 2010, et donc j'étais vraiment dans le cœur, hein, je sculptais les comptes de toutes les multinationales qui s'implantent au Luxembourg. Et là, ça a dépassé vraiment l'entendement, quoi, tout ce qu'on pouvait imaginer. Donc, à la fois dans l'ampleur des pratiques, c'est-à-dire qu'à peu près toutes multinationales qui opèrent en Europe, y compris les multinationales australiennes, américaines, japonaises, qui ont des activités en Europe, elles ont leur filiale au Luxembourg. Et pour des pratiques fiscales qui sont d'une radicalité qu'on ne peut même pas imaginer. Parce que, voilà, en France, un taux d'imposition, à l'époque, c'était 33%. On peut imaginer qu'on optimise l'impôt en allant vers du 15-20%. Mais là, les dispositions fiscales au Luxembourg autorisaient des taux d'imposition effectifs vraiment extrêmement proches de zéro. Moi, j'ai vu en tant qu'auditeur des cas de 2-3%. Et après, les journalistes qui ont enquêté sur les documents que j'ai sortis, ils ont sorti des cas à 0,015%. C'est un truc. Tu peux donner des noms multinationales? Alors, ils ont été donnés par la presse, je peux les donner maintenant, mais après, moi, c'est pas le but, parce que c'est une pratique générale. Ce qui s'est passé, voilà, l'alerte, en fait, moi, j'ai filé donc un disque dur externe, un journaliste de Cash Investigation, et après, c'est arrivé à l'ICIJ, donc le consortium de journalisme qui a fait les Panama Papers, etc. Et lui, les journalistes ont considéré qu'il y avait besoin de nommer ces différentes entreprises pour que ce soit attractif pour le lecteur, pour qu'on comprenne que c'est les boîtes en fait dont on consomme les produits tous les jours, quoi. C'est Ikea, McDo, Apple, Volkswagen, voilà, toutes ces boîtes-là. Voilà, j'en ai cité des noms. Après, l'intérêt de citer ces boîtes-là, pour moi, il n'y en a aucun
Parce qu'il faut partir du principe que toutes les multinationales ont ce même genre de pratique. C'est le marché qui veut ça. Vous voyez, il y a une pression concurrentielle. Si moi je vends des voitures et que mon concurrent arrive à ne pas payer d'impôts sur les bénéfices qu'il fait, si moi je ne fais pas comme lui, j'y perds, quoi. Et donc voilà, il y a une pression du marché qui fait qu'en Europe, à peu près aucune multinationale ne paie vraiment le montant d'impôt qu'il devrait. D'accord. Donc ton action, tu disais, quand tu définissais le lanceur d'alerte, tu disais quelqu'un qui est indigné par ce qu'il voit sur son lieu de travail ou ailleurs, et qui passe à l'action. Et donc ton action, c'était de mettre un certain nombre de données sur un disque dur et de confier ça à des journalistes. Oui, après avoir démissionné, parce que bon, alors, il y a certains lanceurs d'alerte qui ont le courage de rester en poste et de lancer malgré tout l'alerte. Et là, franchement, je trouve c'est difficile, quoi, parce que c'est en termes de... Enfin, voilà. Et donc moi, la première chose, voilà, j'ai fini par me barrer parce que j'avais plus de motivation suffisante, je voyais plus d'utilité sociale à mon boulot, et pourtant j'étais vraiment convaincu d'en avoir une, même au Luxembourg, parce que tout le monde a besoin de données financières fiables, etc. Mais là, il y a un moment où quand on se rend compte qu'on bosse que pour des gens qui sont là pour détourner les recettes fiscales de tous les autres Européens, ça pose problème. Donc j'ai commencé par partir, et de manière un peu fortuite, le dernier jour de travail, j'ai trouvé un dossier qui n'était pas protégé sur le réseau de l'entreprise, et donc c'était une négligence de mon ancien employeur, et donc j'ai copié ces gigaoctets de données extrêmement confidentielles, en fait, et ça c'est la particularité des LuxLeaks, il faut quand même prononcer le mot, c'est les tax rulings. Donc en fait, cette affaire, c'était la révélation des décisions fiscales anticipées. En fait, c'est l'administration fiscale luxembourgeoise qui approuvait ces pratiques fiscalement extrêmement agressives des multinationales. Elle disait ok, vous ne payez pas d'impôts et nous ça nous va très bien. L'administration était d'accord avec ça. Et donc moi j'ai sorti ces documents-là qui étaient hyper sensibles, quoi. Les multinationales avaient vraiment étaient très vigilantes. Enfin, il y avait des restrictions très fortes pour que ces infos-là fuitent, parce que pour elles il y avait un risque de litige aussi vis-à-vis des administrations fiscales des pays concernés. Et ensuite le ciel judiciaire et policier te tombe sur la tête. Ouais. Donc ce qui s'est passé, déjà, voilà, un cache investigation, c'était bien. Après, c'était en deuxième partie de soirée, ça fait 2-3 articles, surtout au Luxembourg, et il n'y a pas eu tellement de réaction politique derrière, quoi. Et là, un beau jour, j'ai un appel du commissariat d'Épinal qui veut m'entendre sur une histoire ancienne. Et moi, il m'appelle 2 ans après l'émission, et donc 4 ans après que j'ai copié les fichiers, quoi. Moi, plus le temps passait, plus je me disais c'est bon, je passais entre les gouttes, mais en fait, quand je me rends au rendez-vous, un peu naïvement, en fait, je me retrouve, ils me mettent en cellule, ils me placent en garde à vue, ils prélèvent mon ADN. Et puis, donc là, après, c'est des poursuites judiciaires, en fait. C'est mon ancien employeur qui a porté plainte. Et donc là, c'est un peu le ciel qui me tombe sur la tête, effectivement, parce que ce dont tout Gaulois a peur, quoi. Et parce que donc, en trouvant des avocats, tant bien que mal, parce que c'est pas évident, moi j'avais jamais eu besoin d'avocat avant dans ma vie, quoi. Je comprends que je risque 10 ans, jusqu'à 10 ans de prison, 1 300 000 € d'amende. Donc, tu as des perquisitions chez toi, chez moi, chez ton collègue, ta famille, elle est... Alors, bon, à l'époque, au moment des faits, quand j'ai copié les fichiers, j'avais pas de gamin, j'étais célibataire, j'avais pas d'emprunt immobilier sur le dos, et je pense que c'est ça fait partie des conjonctions qui permettent de lancer l'alerte. Quelque part, on dit c'est des héros, non. Je pense qu'il y a effectivement quelqu'un qui est hyper lié par sa vie matérielle. Pour le coup, c'est un vrai héros s'il ose prendre tous ces risques-là. Mais là, moi, j'étais dans un moment de ma vie où j'étais un peu plus ouvert et pas grand-chose à perdre. Prêt à prendre certains risques. Mais après, effectivement, ça a des répercussions sur l'entourage. Et là, moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai un entourage qui m'a beaucoup soutenu, en fait, qui est plutôt engagé. Et donc, qui a créé un comité de soutien auquel se sont greffés beaucoup de spinaliens, beaucoup de personnes engagées, de personnalités, d'ONG. Et en fait, c'est grâce à cette solidarité que j'ai pu me défendre. Parce que pour me défendre en justice, on a besoin d'avocats compétents. Le comité de soutien, en fait, il a collecté plus de 100 000 € de dons. Donc ça a payé les avocats, ça a payé des trajets en bus pour chaque fois faire des mobilisations devant le tribunal, et je pense que ça a joué quand même dans le processus. Et tout ça s'est fait grâce au comité de soutien qui a fait un boulot énorme. Et ça, en fait, ce n'est possible que parce que l'affaire était visible. Mais après, quand on parle de lanceurs d'alerte, il faut aussi se dire que y a sur quelques alertes visibles, le
la partie émergée de l'iceberg, il y a aussi énormément de gens qui se battent pour des sujets, mais qui sont pas repris par la presse parce que ça a moins d'impact, parce que ça ne concerne pas des multinationales très connues, etc. Et pourtant, c'est d'intérêt public aussi. Et eux n'ont pas les moyens de se défendre, parce que voilà, c'est beaucoup plus difficile de faire appel à la solidarité. Donc toi, tu as fait combien de temps en garde à vue? Une seule journée. Mais j'ai trouvé ça quand même. Bon, après, voilà, c'est plus un drame de faire une journée de garde à vue. Maintenant, quand on fait une manif, on peut terminer en garde à vue et plus longtemps que 24 heures, quoi. Mais malheureusement. Est-ce que tu sais si le patron d'IKEA, de McDo, de Volkswagen, ils ont fait 24 heures de garde à vue et qu'ils ont eu les gendarmes au cul et ainsi de suite? Non, il y a eu une asymétrie vraiment flagrante, quoi, parce que ce qui s'est dit, c'est que PricewaterhouseCoopers, donc le cabinet d'audit qui m'employait et qui a conçu tous ces montages fiscaux, en fait, eux, l'affaire, ça leur a rapporté des nouveaux clients. Parce que en fait, voilà, ça a quand même éclaboussé, ça a fait beaucoup de bruit à ce moment-là, en 2014. Et du coup, il y a d'autres multinationales qui n'étaient pas encore clientes, qui ne connaissaient pas bien les pratiques fiscales permises par le Luxembourg, qui se sont dit « Ah tiens, ça m'intéresse », et du coup, ça a ramené du business. Donc en fait, tu as fait la publicité du Luxembourg et de PricewaterhouseCoopers. Voilà, un peu malgré moi, mais c'était pas la publicité que je voulais leur faire. Après, ça a fait aussi une mauvaise pub auprès des institutions européennes, parce que donc, ce qui a fait un peu de croustillant dans cette affaire-là, c'est que, en fait, l'ICIJ, donc ce consortium de journalistes, a sorti l'affaire le mois où Jean-Claude Juncker devenait président de la Commission européenne. Et Jean-Claude Juncker, c'était le président, Premier ministre et ministre des Finances du Luxembourg pendant plus d'une décennie. Et donc là, il y avait une position intenable, quoi. Comment on pouvait défendre cette impuissance des institutions européennes à maintenir un tel système avec à sa tête l'architecte de ces pratiques fiscales. Soit il y avait une contradiction, soit il y avait au contraire une très grande cohérence. En tout cas, publiquement, ça devenait intenable. Et donc ça les a poussés à réagir. Et bon, il y a quand même eu quelques avancées réglementaires en matière de fiscalité. Ça a donné un coup d'accélérateur aux réformes vers plus de transparence qu'il y avait déjà pour certaines dans les tuyaux. Et je pense que la succession de scandales, parce que la ICIJ n'en est pas à son premier, après il y en a d'autres, il y a les Football Leaks, Pandora Papers, Football Leaks, voilà. OpenLux. Voilà, ça n'arrête pas. Et ça contribue à une pression sur les politiques pour... il y a quand même quelques avancées, alors on peut en parler. Là, la dernière significative en date, c'était le taux d'imposition minimal. C'était une initiative de l'administration Biden. Donc il faut voir ce que ça va donner, mais le 15% au niveau mondial. Voilà. Le problème, c'est qu'avec un tel niveau, quelque part, on avalise les pratiques qui étaient déjà existantes, quoi. En fait, on n'améliore pas tellement la situation des contribuables lambda, vous et moi. Et après, sur la réaction européenne, ce qui est un peu intéressant, c'est que la principale avancée directe là, des LuxLeaks, c'est que ces documents fiscaux, les tax rulings, donc, étaient extrêmement confidentiels, qui étaient connus de personne. Le Luxembourg jalousait ça, se gardait ça pour eux. Donc suite aux LuxLeaks, il y a un échange automatique d'informations entre les administrations fiscales européennes. Est-ce que tu as senti la France en soutien à ta cause et allant contre les pratiques du Luxembourg? Pas tellement. Alors bon, il n'y a pas eu de veto sur la mesure là, parce que c'est pour ça que ça n'avance pas au niveau européen, c'est que suffit que le Luxembourg ou Malte ou l'Irlande mettent un veto et hop, ça bloque tout. Donc il n'y a pas eu de veto, donc finalement on a quand même réussi à avancer sur ce micro-pas. Après, il n'y a quand même pas non plus un soutien très fort de la France. Si on prend juste un exemple, Engie, entreprise à capitaux en partie publics, l'État français détient un bon tiers du capital, a été mis en cause par la Commission européenne pour un montage fiscal au Luxembourg déclaré illégal par la Commission européenne. Et voilà, donc on voit l'embarras de l'État français qui préfère pousser ses champions nationaux dans le jeu de la guerre économique mondiale, on en est là, plutôt que d'introduire une fiscalité juste et qui serait plus acceptable par rapport aux citoyens qui se révoltent à juste titre. Moi j'ai eu un épisode, OpenLux, donc je rappelle pour mémoire que sur les 40 familles du CAC 40, il y en avait 37 qui étaient concernées par le scandale OpenLux, Hermès, Arnaud, Pinault et compagnie, que ça représentait 4% du PIB. Et on avait Bruno Le Maire donc, qui était en commission des affaires économiques, mais en visio. Et mon collègue communiste Sébastien Jumel l'interpelle en disant voilà, vient de se sortir ce scandale OpenLux, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Il ne répond pas.
Et donc on repose la question derrière, et il dit, ah bah écoutez, va falloir que je m'informe de qu'est-ce que c'est que ça, parce que je ne suis pas très au courant, mais je me promets de revenir vers vous. Et il n'y a jamais eu de retour vers nous. Donc ce silence, quelque part, pour moi, il marque une complicité. Et faut qu'ils fassent gaffe à leurs réponses complètement vides. Parce que y a un moment où après chaque scandale, on a toujours les mêmes discours de fausse indignation. Alors là c'est carrément le silence, c'est du mépris. Mais habituellement, s'ils sont un peu plus habiles, ils sont dans la fausse indignation en disant oh là là, oui, c'est vraiment terrible ce que vous nous apprenez là. Mais rassurez-vous, ces pratiques appartiennent au passé. Et tout est sous contrôle, quoi. On est en train de réagir là, grâce à notre réforme. C'est le discours de Pascal Saint-Amand à l'OCDE, quoi, qui chaque matin, après chaque scandale fiscal, vient dire non mais là c'est bon, c'est le Big Bang fiscal. Demain il n'y aura plus d'évasion fiscale, quoi. Les paradis fiscaux c'est terminé. On a déjà entendu ça il y a plus de 10 ans, quoi. Et il y a un moment, il faut quand même faire gaffe avec ces discours qui ne sont pas à la hauteur, quoi. Parce que les scandales continuent de se multiplier. Grâce à des lanceurs d'alerte, grâce à des journalistes qui font quand même un boulot hyper important, quoi. On a régulièrement ces scandales qui perdurent. Et il y a un moment où c'est juste la parole politique, la réponse politique n'est plus du tout crédible. Et là, je veux dire, on est en train de causer des débats, mais des dégâts extrêmement forts, quoi. Enfin, je veux dire, pourquoi les gens ne peuvent plus voter? Parce qu'on sait qu'ils se foutent de notre gueule. Et là, franchement, on mesure pas les conséquences, je pense. Est-ce que c'est pas comme un peu sous l'Ancien Régime, où les seigneurs, finalement, ils étaient exclus de l'impôt et c'était normal et c'était validé par le pouvoir politique. Et aujourd'hui, on a les nouveaux seigneurs qui soit sont exclus de l'impôt, soit un moindre impôt à payer et c'est validé par le pouvoir politique. C'est un peu ça. Alors, bon, la situation n'est pas celle de l'Ancien Régime, mais en tout cas, les faits, c'est qu'il y a une classe de possédants, les actionnaires de ces grands groupes et leurs dirigeants, qui se croient au-dessus des lois, voilà, qui ont une impunité totale à contourner toute forme de régulation fiscale et qui, grâce notamment au fonctionnement de l'Union européenne, qui va pas assez loin en matière fiscale, qui échappent, en fait, qui détournent les ressources fiscales dont on a tous besoin pour payer les hôpitaux. On a quand même vu à quoi ça servait, quoi. Pour payer les écoles, pour payer les routes qu'eux-mêmes utilisent. Enfin, Amazon, pour livrer leurs colis, ils ont besoin de faire rouler leurs camions sur des routes, quoi, de faire atterrir leurs avions sur des aéroports qui sont payés en partie par de l'argent public, quoi. Donc il y a un moment, je veux dire, c'est normal qu'ils contribuent à cet effort, ça s'appelle la justice fiscale. Et non, on a une classe de possédants qui est dans l'impunité totale. Et moi, j'aime bien faire le parallèle entre les questions fiscales qui sont passionnantes mais qui attirent pas les foules non plus avec les questions environnementales. Et c'est la même classe. Parce que ça attire les foules, tu trouves, les questions environnementales? Non, mais ça devrait. Non, mais je pense que c'est un sujet, il faut vraiment qu'on en parle, quoi. Et parce que cette même classe de possédants, c'est la même qui fait preuve d'une irresponsabilité totale en matière fiscale. Là, il y a un chiffre qui est sorti il y a 2 semaines d'Oxfam et Greenpeace qui dit que 63 milliardaires français sont responsables d'autant d'émissions que la moitié de la population française. Donc ça veut dire que cette classe, là, ces quelques milliardaires, ces quelques gros actionnaires, il faut les empêcher de nuire. On en est là. Ils nuisent profondément à la société française et à la capacité de l'humanité de continuer de bénéficier de conditions de vie, d'une planète habitable. Donc, je veux dire, moi, je ne sais pas si j'ai le droit de faire ça, mais si j'étais prêt, on l'a dit tout à l'heure, à une époque de ma vie, j'étais prêt à prendre certains risques, et un peu moins aujourd'hui, mais je pense qu'un acte militant qui aurait du sens aujourd'hui, c'est d'aller cramer les yachts, les jets et les bagnoles de luxe de ces mecs-là. Et je veux dire, il y a une légitimité à faire ça pour des raisons climatiques. C'est une question de justice, d'égalité sociale. Qu'on mette à égalité les oligarques français avec les oligarques russes. Exactement. Et qu'on s'empare de tous leurs biens de manière exactement, les yachts, c'est pas que ceux des Russes. Les Russes, ok, on prend leurs yachts, mais pas que ceux des Russes, quoi. On n'est pas obligé de les cramer parce qu'on peut en faire quelque chose, on peut habiter dedans ces yachts, quand même. Ouais, mais c'est assez énergivore, c'est aussi un problème. Mais on peut les laisser à quai. Alors c'est un des sujets, voilà, il y a certains gens de gauche qui souhaiteraient que tout le monde ait le niveau de vie des milliardaires. Bah non, moi je pense pas. C'est un peu le clivage, voilà, entre la décroissance et l'opulence pour tous, et moi je suis plutôt dans la décroissance. Et toi, qu'est-ce que tu fais maintenant, du coup?
Alors t'es père de famille, ça on l'a compris. Ouais, Tu bon, diminues ton risque. et donc j'ai eu la chance de retrouver un travail en fait, parce que donc, avant que l'affaire soit publique, j'ai passé des concours, donc je voulais partir du Luxembourg et j'ai passé des concours. Et peut-être que si j'avais été identifié comme lanceur d'alerte, cette reconversion aurait été plus difficile. Mais là, il y a eu un timing pas trop mauvais, quoi. Donc maintenant, je travaille à l'INSEE à Nancy. Mais après, on parle de moi, c'est bien, mais après, il y a aussi des enjeux par rapport aux lanceurs d'alerte. Je pense qu'il faut quand même en toucher quelques mots. C'est-à-dire que la France avait une loi, la loi Sapin 2, tu connais un peu. C'est ce qui permet à Bernard Arnault de payer 10 millions d'euros pour être tranquille avec l'espionnage qu'il m'a mis sur le dos. Mais bon, il se trouve que c'est la même loi qui a jeté les bases d'une définition large des lanceurs d'alerte en France, mais qui était quand même assez imparfaite, parce que ça obligeait les lanceurs d'alerte, avant de lancer leur alerte, à d'abord prévenir leur chef. Voilà, j'ai un petit problème avec ce qu'on fait dans la boîte, et je préfère t'en parler, que tu puisses cacher les preuves et me licencier si tu n'es pas d'accord avec moi. Et voilà, donc c'était un gros problème de cette loi Sapin 2. Et en fait, la France a été obligée de mieux protéger les lanceurs d'alerte, donc d'améliorer cette loi Sapin 2, grâce à l'Union européenne. Alors moi, je ne suis quand même pas du tout anti-européen, des fois il y a quand même des avancées. Et là, c'est une directive européenne qui a obligé à tous les États européens à mieux protéger leurs lanceurs d'alerte. Et là, donc, ça vient d'être fait, ça vient d'arriver au bout du processus législatif, malgré la réticence de certains lobbies, notamment agricoles, un certain conservatisme du Sénat, mais on est quand même allé au bout. Et ce que dit cette nouvelle loi, donc la loi Wasserman qui améliore les dispositions Sapin 2, c'est que notamment les lanceurs d'alerte n'auront plus à perdre leur emploi. C'était déjà un peu le cas dans Sapin 2, et là on renforce ces dispositions-là. Et donc ça c'est quand même, voilà, moi j'ai eu un peu de la chance dans ma reconversion, mais ce qu'il faut souhaiter, c'est que les lanceurs d'alerte n'aient pas... Mais moi, à la limite, quand on a eu ton parcours, qu'on a vu ce qui se passait de l'autre côté de la barrière, moi je pense qu'il n'y a rien de plus riche que les transfuges. C'est-à-dire, tel Prométhée, ceux qui ont été du côté des dieux et qui ramènent le feu aux hommes, et là le feu de la connaissance. Est-ce que, normalement, il ne devrait pas y avoir l'État français qui se dise, mais vous avez des compétences qui sont énormes en matière de fraude fiscale, mettez-les à notre service pour lutter contre ces multinationales qui partent au Luxembourg? C'est tout l'enjeu de la protection des lanceurs d'alerte. En fait, pourquoi on a, quelque part, quand on décide d'une loi qui vise à protéger les lanceurs d'alerte, c'est que la puissance publique dit, mais on a besoin de ces types-là, parce qu'effectivement, c'est des gens qui ont connaissance de pratiques dont les pouvoirs publics n'ont pas connaissance. On en est là, je veux dire, il y a une telle opacité des pratiques financières, économiques, environnementales. On ne sait pas ce qui se passe dans les abattoirs. On a besoin d'un ouvrier qui écœuré, qui va prendre des images et pour dire aux gens, mais voilà, regardez ce qui se passe dans les abattoirs. Il y a besoin de gens de l'intérieur. Et ils sont d'une valeur extrêmement importante si la puissance publique a encore la prétention de réguler un peu ce que les boîtes font dans notre pays. Mais moi, je t'aurais recruté aux impôts pour que la fraude fiscale ne soit pas tapée seulement sur le boucher du coin, mais aussi sur Ikea, Volkswagen, McDo, Total et compagnie. Et quelqu'un qui a eu connaissance de ça de l'intérieur en étant au Luxembourg, vraisemblablement qu'avec acharnement, il peut contribuer à démonter un certain nombre d'outils qui sont utiles à ces multinationales aujourd'hui. Après, moi, j'ai bossé 2 ans là-bas, j'étais jeune diplômé, donc je ne suis pas un expert en fiscalité, j'ai jamais pris cette posture-là. Mais en tout cas, c'est une des pistes très riches pour faciliter la reconversion des lanceurs d'alerte quand on n'a pas réussi à les maintenir dans leur emploi. C'est effectivement que la puissance publique les utilise pour leur connaissance, pour mieux réguler ces pratiques. Et là c'est vrai qu'on pourrait aller un peu au-delà de la loi Wasserman dans le soutien qu'on apporte après l'alerte. Ok, très bien. Bon, je te remercie. Merci à toi pour ton attention. Non, super. Et bravo, merci pas seulement pour l'entretien, mais merci pour le courage que tu as eu il y a une dizaine d'années et pour avoir tenu bon dans les tempêtes policières ou judiciaires auxquelles tu n'étais pas forcément préparé, quoi. Bah non, c'est ça, c'est un individu isolé, vulnérable, qui se retrouve dans une tempête comme ça, et il faut pas rester seul, parce que ça peut être destructeur. C'est d'où l'importance des soutiens, et en l'absence de soutien, il faut quand même en parler, c'est que, j'ai dit tout à l'heure,
maintenant on a des outils juridiques pour protéger les lanceurs d'alerte. Mais après, il faut les mettre en application et ça ne se fait pas tout seul. Moi concrètement, aujourd'hui, quand il y a des lanceurs d'alerte qui viennent me contacter, voilà, j'ai des infos, comment il faut que je m'y prenne. Je dis, tu as besoin d'un avocat. Et ça, c'est pas gratuit. Enfin, même s'il y a des outils maintenant pour qu'il reste dans son emploi, pour qu'il n'aille pas en tôle et tout ça, il faut faire appliquer ce droit protecteur. Et pour ça, il y a besoin d'avocats. Et c'est pas gratuit. Et donc là, ce dont on a besoin, c'est d'ONG qui fassent appliquer ce droit. Et c'est notamment le rôle de la Maison des lanceurs d'alerte, donc qui s'est constituée à partir d'une quinzaine d'associations, de syndicats au service des lanceurs d'alerte. Voilà, il y a Anticorps, Attaque, Solidaire, CFDT Cadre, etc., qui ont créé la Maison des lanceurs d'alerte pour aider les lanceurs d'alerte. Et il y en a encore besoin de cette structure, même avec la loi Wasserman, même avec la loi Sapin 2. Et actuellement, c'est dramatique. C'est que en fait, on est tellement submergé de demandes de lanceurs d'alerte parce qu'il y a plein de citoyens qui s'indignent de ce qui se passe autour d'eux, qu'on n'a pas les ressources pour leur apporter l'accompagnement juridique dont ils ont besoin. Donc voilà, là aujourd'hui, il y aurait besoin vraiment de financement pour renforcer les moyens de la Maison des lanceurs d'alerte. Et c'est une des lacunes de la loi Wasserman, c'est qu'elle n'apporte pas encore le soutien financier dont les lanceurs d'alerte ont besoin, notamment parce qu'ils ont besoin immédiatement après leur alerte, avant de faire appliquer leurs droits, ils ont besoin de conseils juridiques. Voilà. Et ça, c'est un besoin financier existant et il n'y a pas pu créer de fonds de soutien financier dans la loi parce qu'en fait, il y a besoin de l'impulsion du gouvernement. Malheureusement, le sujet, c'était le ministère de la Justice et Dupond-Moretti n'aime pas beaucoup les lanceurs d'alerte. Pour lui, c'est plutôt des balances, il a dit politiquement. Alors, on en est resté là. Donc, il y a encore, si dans la prochaine législature, encore des députés insoumis à l'Assemblée nationale, on pourra peut-être pousser cette proposition. Si on n'est pas en majorité, tu veux dire. Mais justement, il y a une campagne électorale en cours. Qu'est-ce qui se dit dedans sur la fraude fiscale ? Franchement, pas grand-chose. Malheureusement, les sujets qui comptent, ils ne sont pas tellement abordés, je trouve, dans la campagne. Je ne sais pas pourquoi. Après, le contexte de guerre n'y contribue pas beaucoup, mais je reviens. Je pense que là, on est quand même dans un contexte où le prix des carburants, ça va quand même venir beaucoup, je pense, dans le débat là, dans les semaines à venir. Et c'est l'occasion, je pense, de remettre à l'ordre du jour des débats qui n'ont pas abouti, avec 2008, le pétrole à 150 $ le baril, la crise des gilets jaunes. Je veux dire, on n'est pas allé au bout de la réflexion. Je veux dire, pourquoi est-ce que la fiscalité, elle doit peser sur la consommation par de la TVA, la TIPP, des choses comme ça, ou bien est-ce que la fiscalité, elle doit peser sur les patrimoines et sur les revenus et sur les firmes, quoi? Ma réponse, c'est les deux. Je veux dire, pourquoi aujourd'hui on est dans une telle dépendance énergétique, on le voit, ça pose un problème terrible, là ça va être dramatique. Pourquoi on est encore dans cette situation 15 ans après la première alerte du baril à 150 $? Je veux dire, il ne s'est rien passé entre temps. Je veux dire, on dépend toujours autant de la bagnole, on bouffe toujours autant de viande, il ne s'est rien passé. Pourquoi ? Je pense que on a laissé... et c'est pas démago de le dire, et malheureusement je crois qu'aujourd'hui il y a besoin de courage politique et y compris de dire des messages qui ne sont pas populaires, c'est qu'on a laissé les prix des carburants redescendre trop alors qu'on aurait pu par un effet cliquet les maintenir et ça aurait généré des ressources énormes pour aider ceux qui en ont besoin à s'adapter. Je veux dire, quand on dépend de la bagnole, des fois il faut déménager tout simplement, alors tout le monde n'en a pas les moyens, mais là il y a besoin d'aide pour s'adapter. Ce qu'il faut, c'est pas subventionner le plein, c'est aider à s'adapter à un mode de vie où on dépend moins des énergies fossiles. Et là, on a raté cette opportunité. Je pense que là, il faut avoir des réflexions vraiment très au clair là-dessus. Et j'espère qu'il y aura quelques politiciens dans la campagne pour porter ces sujets-là, mais pour l'instant, j'en vois aucun. Et ce discours-là n'est audible que si par ailleurs on est dans un contexte de justice fiscale. Je veux dire, on ne peut pas tolérer qu'on demande au peuple de baisser son chauffage, de bouffer moins de viande, etc., pendant qu'il y en a qui se baladent en yacht et qui émettent autant que la moitié de la population. Ça, c'est pas possible. Je veux dire, ce n'est pas audible. Donc il y a vraiment besoin des deux et ça va ensemble. C'est vraiment les deux jambes d'un même programme. Très bien. Je te remercie pour le programme. On peut se rappeler.